Bonsoir à tous et bienvenue dans Red Carpet, votre rendez-vous cinéma sur Live TV. Eh bien, ce soir encore, nous vous embarquons dans tout l'univers, dans toute l'actualité brûlante du 7e art, des analyses piquantes, des sorties ciné aux films qu'il ne fallait surtout pas manquer, sans oublier notre focus sur l'invité du jour. Et ce soir, il ne s'agit pas d'une, mais de deux figures emblématiques du cinéma ivoirien, récemment primé au FESPACO 2025. Ils nous feront l'honneur de fouler avec nous notre tapis rouge de ce soir. Installez-vous bien confortablement, je suis Marion Été et bienvenue dans Red Carpet. Eh bien, je ne saurais remplir ma mission ce soir sans l'aide de ma Dream Team à moi. Comment vous dire? Ils ont la pertinence, ils ont la passion, ils ont le piment. Sans eux, cette émission ne viendrait pas insuffler ce panache et cette classe dont ce tapis rouge manque. Accueillons tout de suite Priska Judith et Herman Yédé, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Priska, bonsoir Herman, installez-vous. Comment allez-vous ce soir? Je vais super bien. Et on démarre fort cette actualité brûlante. Le plus grand festival de cinéma en Afrique a vu sa 29e édition se terminer le 1er mars dernier. Plus de 40 pays africains représentés au travers des différentes sélections. Et c'est le Burkinabé Dani Kouyaté qui triomphe avec son film long métrage Katenga, la danse des scorpions. Il remporte l'étalon d'or du Yenenga, un prix prisé lors de cette compétition. Il s'agissait d'une tragédie politique, un président qui a évité un coup d'État. C'est bien ça, Priska? Effectivement. Je voudrais commencer pour dire félicitations au Burkina, félicitations au peuple burkinabé. Et ça faisait quand même 28 ans qu'ils attendaient ce Yenenga d'or et ils l'ont fêté avec le président. C'est un peu comme on fait la CAN. La coupe reste chez nous. C'était vraiment magnifique. C'était magnifique. C'est une belle œuvre qui a été présentée et qui a gagné le prix. C'est une adaptation d'une œuvre de William Shakespeare à la sauce locale. Et c'est inspirant. Et puis, l'histoire des récompenses ne s'est pas faite sans la Côte d'Ivoire. On en est très fiers. Deux Ivoiriens sur le podium dans la catégorie meilleure série télé. Voilà, nous avons le producteur-réalisateur Alex Ogou qui se démarque avec le premier prix avec la série Niabla. Et puis suivi en deuxième position avec Or Blanc, faite également par une Ivoirienne, Johanna Boyer-Dilolo. Qu'en pensez-vous, deux Ivoiriens sur le podium du FESPACO? Ça fait plaisir à voir. Effectivement, c'est magnifique. Et déjà que la Côte d'Ivoire est la métropole. Donc je le dis, je pèse les mots, mais est la métropole des séries africaines. Et ce n'est pas tout, puisque la Côte d'Ivoire voit également un autre prix se faire récompenser. Joël Akafou. Joël Akafou s'inscrit encore sur la liste des primés lors de cette édition du FESPACO avec l'étalon de bronze pour son documentaire long métrage Loin de moi la colère. On regarde un extrait tout de suite et puis on revient. Poblana, agla moblem. Ce qui a passé là, on ne peut pas dire pour le voir ça ici encore. Pour que ça revienne ici. Ce qui a versé là, on ne peut plus le ramager tout. Moi, je viens aujourd'hui en tant qu'une mère pour vous. Je veux que vous enterrez l'âge de guerre. Pour que vous fassiez la paix ici, pour le bien de Ziglo, pour le bien des enfants. Aujourd'hui, il y a plus d'orphelins dans ce village. Mais quand ici, c'est pas chez vous, allez-y chez vous. Donc, c'est-à-dire la Côte va être divisée en deux ou bien c'est un.
enfants du village. Le village contient 12 familles. Lui là, il est Mossi, lui là, il est Baoulé, lui là, il est Togolais. On est même chose. C'est le même sang là qui coule dans nos veines. Nyoma sae mandie atie dao. Nyoma sae mandie atie dao. Nyoma sae mani irne atie dao. Nyoma sae mani irne atie dao. Ile beza o meu atie dao. Ukawi yono okenu wa ulelize. Ukawi yabi okenu wa ulelize. Ukawi yapoli okenu wa ulelize. Ile beza o meu. Loin de moi la colère de Joël Akafou. On vient de voir un petit extrait. Herman, en tant que cinéphile, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors c'est une histoire qui nous rappelle notre passé récent. C'est très poignant, c'est bien raconté au travers donc de phrases de femmes. Et à ce niveau, le réalisateur a été excellent, je peux le dire ainsi, parce qu'il a réussi à nous retracer toute cette histoire que je disais récente, mais sans lever nos rancœurs, mais au contraire nous encourager à penser nos blessures et à nous réconcilier. Donc bravo encore à lui. Et Priska, la bande-son, ça te rappelle tellement de bonnes choses, de bons souvenirs. Moi, vraiment, ce qui m'a touchée au travers de ce petit extrait, c'est le mariage entre le minimalisme de la réalisation et puis cette histoire, l'essence même de l'histoire chargée en émotions qui rend des scènes aussi triviales qu'un enfant qui puise l'eau, vraiment remplie d'émotions. Et puis, comme vous avez dit, cette bande sonore qui vient accompagner le tout et qui nous plonge vraiment au bord de l'émotion, au bord des larmes. Moi, au travers juste de cet extrait, j'ai compris pourquoi ce film s'était hissé sur le podium dans cette catégorie. Félicitations encore. Bravo à Monsieur Akafou. Monsieur Akafou. Et puis, du côté, j'ai envie de dire, on se tourne du côté de la culture cette fois-ci, car oui, le cinéma aide aussi à promouvoir notre culture et quelqu'un qui a bien su instrumentaliser cela, c'est Monsieur Guy Calou, avec son initiative Film d'Abidjan. Film, c'est Festival international de nos langues maternelles d'Abidjan. Ce festival a pour but de promouvoir les langues maternelles. Et comment ça se fait de manière pratique? Il organise à l'occasion de ces festivals des séances ciné où il y a des films qui sont traduits dans nos langues maternelles. Alors lors de la dernière édition, ça a été le film Kamissa qui a été traduit en langue maternelle, et ce festival invite tous les producteurs, les réalisateurs africains, ivoiriens à soumettre leurs films pour une traduction. Je suis contente pour mes enfants parce que moi je parle ni la langue de mon père ni la langue de ma mère. C'est très bien et je dis félicitations à Monsieur Guy Calou, félicitations parce que une fois dans les coulisses, j'entendais quelqu'un, un grand acteur, le dire, on va commencer à réaliser des films mais dans nos langues et ce sont les Blancs qui vont venir faire. Tu vois, quand les Blancs vont venir, ils vont voir quelqu'un de chez nous, d'ici même faire le truc, c'est magnifique. Félicitations et bon vent encore. J'espère que presque tous les films et même Niabla, pourquoi pas, vont traduire Niabla en BT, ça sera magnifique, hein. Ce sera intéressant à voir. Oui, heureusement pour cette fois, je vais pas pouvoir me moquer de Priska. Moi aussi, j'ai des lacunes en termes de langue maternelle, donc en fait, c'est un projet intégré, un projet innovant. Et ça fait plaisir de voir que le porteur de ce projet est ivoirien. Comme Priska le disait tout à l'heure, il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui vient de l'étranger pour mettre en valeur nos propres compétences, nos propres talents. Donc on est bien heureux. Bravo à Calou. Bravo parce qu'il propose quelque chose de différent aussi dans le cadre de cette mission de mise en valeur de la culture qui est promue par le cinéma. Bravo encore une fois. En tout cas, vraiment, félicitations encore à Guy Calou. Les cinéphiles pourront et devront surtout attendre le 3 avril prochain pour le retour tant attendu du Gendarme d'Abobo 2. Voilà, il promet vraiment de nouvelles aventures, plein d'éclats de rire, notamment avec cet acteur Gohou Michel que nous connaissons bien. Donc restons connectés pour plus d'informations sur cette sortie très très attendue. Alors sans transition, place maintenant à notre plume affûtée qui est Priska. Si vous aimez les avis tranchés sans concession, c'est maintenant que ça se passe dans le piment de Priska.
Coucou mes pimenteurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans le piment de Prisca, la rubrique qui vous donne des actualités aussi bien brûlantes que circulantes. Alors nous allons passer du côté des réseaux sociaux avec la publication de André Agoré. Elle a fait un post assez élogieux à l'endroit de sa copine, de sa consoeur, de sa collègue, de sa CP, Vanessa Patenvo. Et elle a dit comme ça dans sa publication Voilà, on va aller. Elle dit que le talent de Vanessa Patenvo n'est pas assez exploité. Donc, son talent est sous-exploité. Moi, j'ai bien envie de lui dire, Andrea, je suis dans les coulisses et je sais que tu as un projet à venir. J'espère que tu vas commencer par toi parce que la charité bien ordonnée est très chère. J'espère que ta copine Vanessa Patenvo sera le visage de ton projet. Nous allons bouger maintenant du côté du FESPACO. Qu'est-ce qu'il y a eu au FESPACO? Vous allez me parler de strass, paillettes et tout. Ici, c'est piment. On parle de cet compétiteur qui était à la fois juré. Vous savez, ça pose un problème de conflit d'intérêts et en même temps notre milieu qui est ici, la façon on aime parler, ils ont commencé à parler. Mais vous savez quoi? Je vous envoie du côté du Festival de Cannes 2024. Greta Gerwig, vous connaissez? C'est pas grave. Barbie, par contre, vous connaissez parce que ça n'a pas été qu'un succès américain, ça a été un succès interplanétaire. Vous savez, c'est que Greg Hughes était, lors du Festival de Cannes, la présidente des jurés. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe au FESPACO, là, ça se passe aussi en France, par ricochet aux États-Unis. Donc, c'est vrai, je sais, vous allez dire que ça porte toujours à confusion. Il y a encore l'épée de Damoclès du conflit d'intérêts qui plane. Mais quand on va dans un festival, là, ça peut se chercher des personnes. On ne va pas faire piment des Prisca là-bas pour être bloqué par ici et là et partout à la fois. On ne fait pas ça. On va du côté du petit écran. Le futur est à nous. Franchement, quand j'ai regardé la première saison, j'ai dit ouais, ce futur-là, il est vraiment à moi, je l'aime. Et ils sont venus avec la saison 2. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ce futur ne m'appartient pas du tout. Hein. Je ne sais pas si vous, mais pas moi. La dernière chose, mais le dernier piment. Quand on vous parle de réalisateur, ce n'est pas du chemin. Vous connaissez Alexandre Ogou? Non, Alexandre Ogou, ce n'est pas trop chic. Alex Ogou. J'ai dit, le gars... C'est-à-dire que pour monter le niveau, quoi. Les gens vont faire les petits génériques, genre les génériques tranquilles, à l'INSA, quelque part là-bas, ils sont dégotés. Arnaud de Buchy. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il se prend pour qui comme ça, le gars? Non, mais c'est vraiment intéressant. Et moi, j'aimerais, par cette musique-là, vous dire que la manière dont on dit aux enfants, on dit aux parents de faire attention à ce que vous dites aux enfants, du genre des insultes et tout, c'est une punition visuelle. Moi, j'ai envie de vous dire que la bonne musique est une bénédiction auditive. Donc, faites attention à ce que vous faites écouter à vos enfants. Mais par contre, le générique des cacao, là, vous pouvez les faire écouter. Hein, c'est vraiment une bénédiction auditive. Donc c'était tout. J'espère que vous avez compris quelque chose au-delà de toutes mes grimaces et du piment qui pique là. J'espère que vous avez compris. Donc on se retrouve dans le groupe Pimenton. Je vous aime mes pimenteurs. Bisous. Merci Prisca. Écoute, pour tes avis qui ne faillent jamais à leur mission de rajouter du piment dans cette émission. Et puis d'autres films écoutés en ce moment au cinéma, c'est tout de suite dans À l'affiche. Mufasa de Lion King et puis Mercato. J'ai envie de m'attarder un peu sur Mercato. On parle d'échec en salle. 143 000 entrées seulement depuis sa sortie le 19 février passé. C'est très peu, en tout cas pour le référendum européen. Pour comparer, il y a les Tuches 5 qui sont sortis quasiment à la même période et qui, lui, a fait plus de 2 millions d'entrées.
tandis que quand même Mercato avait un budget de 13 millions d'euros. La production s'attendait donc à un succès. Et puis voilà, un flop, on peut le dire. Les médias parlent peut-être d'une tentative de boycott envers l'acteur Jamel Debbouze. Soi-disant, écoute, sa communauté n'aurait pas supporté son non-positionnement vis-à-vis du conflit de Gaza. La politique qui se mêle des box-office, c'est un sujet très intéressant, hein, Herman. Vous en pensez quoi? Est-ce que les acteurs, les réalisateurs doivent impérativement se prononcer sur des sujets d'ordre socio-politique? Déjà, dans un premier temps, c'est triste pour Jamel Debbouze, que j'apprécie énormément en tant que comédien et maintenant en tant que réalisateur. On souhaite qu'il y ait un peu plus de succès de façon générale dans son œuvre cinématographique. Mais ce qui est à noter, c'est quoi? C'est que c'est important que les créateurs, les artistes et autres producteurs puissent être indépendants et ne pas dépendre, sans vouloir me répéter, ne pas dépendre de la tendance du moment ou de la tendance d'un groupe constitué. Quand l'œuvre est bonne, on l'apprécie à sa juste valeur. Quand elle est mauvaise aussi, on l'apprécie à sa juste valeur. Donc on a l'impression maintenant que ce n'est pas le sujet qui est traité, qui est jugé, mais plutôt l'un des intervenants, je vais le dire ainsi pour ne pas dire l'un des acteurs de la production. Donc c'est pour ça que je répète encore une fois, l'indépendance est important. Chacun est libre d'avoir son avis, libre de se prononcer sur les sujets qui soient politiques, sociopolitiques ou qu'ils soient d'ordre sociaux tout simplement. Il faudrait qu'on puisse laisser ces libertés et surtout à nos réalisateurs. Et vous, Judith, qu'en pensez-vous? Un acteur, un cinéaste, pour faire plus large, un cinéaste, c'est déjà quelqu'un d'engagé. Donc, je ne comprends pas. Je ne dis pas à Jamel Debbouze de faire un projet où on dit oui ou non, non. On peut surfer quand même parce que, imagine un peu, un Maghrébin qui a migré, qui est aujourd'hui en France. Et il y a quand même des secousses dans son pays. Et il voit un grand visage parce que Jamel parle pour des millions de personnes. Il ne parle pas que pour lui-même. C'est un visage emblématique du Maghreb. Vous voulez dire que tout artiste a un devoir moral ils ont de un s'exprimer devoir moral, sur parce les que ça, grandes causes? Voilà, c'est juste une obligation morale. Non, je suis d'accord avec le principe de se prononcer. Mais on n'est pas obligé de se prononcer pour tout. Et on n'est pas obligé d'être dicté. Mais ce qui est à juger, la personne qui est jugée ici, ce n'est pas Jamel, ça devrait être son film. En tout cas, entre liberté d'expression et pression du public, la frontière est vraiment fine. Et il s'agit souvent à nos acteurs clés du cinéma de jauger pour continuer à s'épanouir dans leur art sans perdre, en tout cas, ou en continuant à séduire leur public. En matière de séduire son public, je pense que nos deux invités du jour ont trouvé le secret. Écoutez, je ne vais pas les révéler, je vais laisser cette charge à Herman Yédé et Prisca Judith de nous faire un bref portrait de nos invités du jour. Merci Marion, j'ai l'immense honneur et privilège d'avoir à présenter ce grand sorcier, on va le dire ainsi. Alors notre premier invité, ou l'un de nos invités, est né le 30 décembre 1979 à Gadago, en Côte d'Ivoire, dans l'Ouest. Il est franco-ivoirien, il s'est exercé en tant qu'acteur, il est scénariste, réalisateur, producteur et il est un savant sachant. C'est un plaisir d'indiquer qu'il a fait ses premiers pas donc, en tant qu'acteur dans Veuve Noire, dans Christian, dans Dernier Cri, et cela pour beaucoup de productions à l'étranger. Et il a fini par revenir à ses vrais amours, l'amour d'être derrière la caméra avec Cacao, avec Invisible, avec Obatanga et bien entendu avec Niabla. Je l'appelle le faiseur de succès parce qu'il sait dénicher au fond de lui-même le meilleur pour sortir l'authenticité de nos réalités et il n'a peur de rien. Vous allez avoir le plaisir de l'annoncer tout à l'heure, mais une chose que je vais dire de lui, il a quelque chose dans son œil qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que c'est? Il nous le dira tout à l'heure. J'avais dit bref, mais je pense qu'il est difficile d'être sommaire avec nos invités du jour. Prisca? Alors moi, j'ai envie de dire que si le 20 novembre 1986, si Bouaké savait
qu'ils allaient nous proposer un merveilleux personnage, ils n'allaient pas croire. C'est une bénédiction pour le cinéma ivoire. Et effectivement, il a été une bénédiction pour nous au FESPACO de cette année, parce que si ce n'était pas à cause de lui, côté long métrage, là, c'était chaud. Et d'après ce que j'ai entendu, quand il est en pleine réflexion, le gars, il transcende. Certains même disent qu'il est bipolaire, mais non, il est ancré dans son travail. Il est magnifique. Quand il va venir, vous allez le voir. J'espérais qu'il ne vienne pas avec, mais il est venu avec son petit cori sur la tête. Là. Moi, j'ai envie de dire, il y a un cori sur sa tête qu'on voit. Donc, il va venir tout à l'heure. Quand vous allez le voir, vous allez vous demander, il est ivoirien ou pas? Parce que vraiment, le Burkina l'a transformé. Vous savez pourquoi? Parce que de l'INSAC, il est passé au Burkina. Et vraiment, les Burkinabés n'ont pas eu pitié. Tu le regardes, tu vas penser que c'est un Burkina. Il est ivoirien. Joël Akafou et Alex Ogou, un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau ce soir. Bonsoir, 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 bonsoir. On ne les présente plus, vous pouvez vous installer, je ne vais pas vous retenir debout, installez-vous. Je l'ai dit tantôt, c'est réellement un plaisir de vous recevoir, fraîchement sorti, fraîchement arrivé du Burkina Faso, c'est ça? C'est ça, il y a une petite semaine. Ouais. Une petite semaine quand même, donc vous avez eu le temps de vous reposer, de reprendre un peu de toutes ces émotions du festival. Et surtout de reprendre le travail, ouais. Waouh, déjà. Vraiment, je viens d'un plateau de tournage. Waouh. Est-ce que nos portraits étaient vous rendaient assez justice? Moi, déjà, je suis pas bipolaire. Ça, c'est sûr. La petite précision. C'est sûr. Et puis, bon, à part les œuvres que j'ai réalisées qui n'ont pas été citées, après, c'est juste l'INSAC, le Burkina. Et je suis fier d'être burkinabé. Et ça se voit, et vous? Non, écoutez, je suis globalement satisfait, évidemment, merci. Juste, vous avez cité trois titres, je crois, Veuve Noire, Christian et le dernier cri. Donc, ils sont en fait des courts-métrages que j'ai réalisés. Voilà, c'est ça. Et donc, les films dans lesquels vous avez eu à jouer? Les films dans lesquels j'ai joué, le premier qui a évidemment une saveur particulière, c'est À la place du cœur. D'accord. J'avais 17 ans quand j'ai été primé. Pardon? T'es primé. Oui. Enfin, le film a été primé. Moi aussi, j'ai eu mon premier prix avec ce film. Donc, À la place du cœur, la ville est tranquille. Il va pleuvoir sur Conakry. J'oublie. Voilà. Et moi, j'ai eu à lire que vous avez donc commencé des études d'anthropologie avant de basculer vers le cinéma, c'est bien ça? Non, en fait, j'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que je suis adolescent. Je veux dire, depuis le collège, le lycée, j'ai toujours fait des ateliers de cinéma parce que j'ai toujours aimé ça. Mais d'où je viens normalement, enfin, je veux dire, quand on n'a pas un bagage familial financier, on va dire, ou financier familial. Quand tu viens en France, tu te dis il faut faire des études pour avoir un diplôme, Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par la sociologie, par l'anthropologie, etc. Et je me suis dit même si j'ai commencé entre guillemets ma carrière dans le cinéma au moment du bac, parce que ce premier film-là, je passais mon bac quand je l'ai fait. Je me suis dit, c'est pas parce que tu as mis un pied dans le cinéma que malgré tout, tu vas pas ne pas avoir de diplôme, parce qu'on sait jamais, ça peut être juste une petite expérience. Voilà. Donc j'ai fait quand même, effectivement, j'ai eu un diplôme DUG, 2 années, de sociologie et anthropologie. D'accord. Laissez-moi caresser mon invité, s'il vous plaît. Merci. Donc, moi, j'ai envie de dire 2 fois primé au FESPACO. Tu as la manière des Burkinabés, tu sais faire, tu sais le parler ou bien c'est comment? Non, c'est juste le travail qui est récompensé, c'est tout. Après, en dehors du FESPACO, les films marchent parfois et c'est le FESPACO qui a plus de vitrines en Afrique, donc du coup on met en avant. Avec Traversée qui est à la Berlinale, le Grand Prix à Belfort, le Grand Prix au Festival de Londres. Et après le FESPACO, c'est plus une grande vitrine du cinéma africain. Et du coup, on en parle plus qu'on a un prix au FESPACO, mais après, dans l'ensemble, je dirais que ce n'est pas les prix qui font plaisir, c'est que le film soit vu. D'accord, que le film soit
soit récompensé. Mais j'ai envie de dire quand même, tu étais le seul avec ton long métrage. Tu flottais pas un peu dans le truc, tu flottais pas un peu, t'étais pas... Il y avait Alex était là. Oui, mais Alex, il est venu avec sa série. Toi, tu viens en mode long métrage. Arrivé au moment quand on se détache, lui, il rentre dans sa... On va dire dans son coin, toi aussi. Donc, c'est comment? Non, mais je pense pas. Je pense que Alès, il a des projets de long métrage. Oui. Ouais, il a des projets de long métrage. Bon, j'ai des projets de série aussi. Ah, Et d'accord, du vous coup, voulez échanger? Ouais, un peu. On est des artistes et on est surtout des gens engagés qui ont des choses à raconter. Ouais, Et on utilise n'importe quel moyen pour les ouais, raconter. ouais. Et tantôt, on parlait donc de votre actualité. Joël, tu es déjà sur un tournage, un autre tournage, c'est ça? Oui, déjà, il faut dire que Loin de mon Lacolais, le tournage commence en 2018. Le film sort en 2025, donc 7 ans de travail. Et là, je finis une 7 ans trilogie. de travail? Ouais, 7 ans. Wow. Je finis une trilogie que je filme depuis 12 ans. Ouais, donc du coup, le film sortira. Il était à la fabrique, le projet des cinémas du Monde à Cannes, et l'année passée. Et du coup, il sortira en 2026. Voilà. Excellent. Et juste pour terminer avec l'actualité, Alex Ogou, une actu en ce moment? Enfin, actu en ce moment, il y a la série Cacao qui est en diffusion, Cacao 2. Sinon, ma production Plan A, on est en train de tourner 2 séries en parallèle, une pour A+, et une pour une création originale, Canal+. Évidemment, on développe tout le temps des projets et on va dire mon premier long métrage, mais qui sera à part, qui est à part. Mais à Plan A, on ne se repose pas apparemment. On se repose pas, Exactement, hein, c'est ce qu'on Non, était c'est le en train travail de qui dire. nous maintient en vie. Donc, comme on est bons vivants, on travaille beaucoup. Alors, ma première question pour vous, Joël Akafou, c'est de vous demander de nous parler un peu de cette œuvre-là. Loin de moi la colère. Quelle est la particularité de cette œuvre? La force de Loin de mon Lacolais, je dirais, je parle toujours de force parce que dans l'histoire, il y a la force, au fait. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui est singulière parce que Loin de moi Lacolais, c'est le nom de Josiane Naï qui s'appelle Timoignan. Et donc, c'est sa grande-mère qui est décédée à 109 ans, qui l'a baptisée à 60 ans, du nom de Timoignan, Loin de moi la colère. Et cette femme, à 60 ans, réconcilie son peuple. Donc, c'est la force de l'histoire dans le temps, je trouve, qui fait la particularité de ce film-là. Vous avez traité un sujet sensible. Vous n'avez pas peur? C'est ça la grande question. Bon, je dis toujours pour ceux qui connaissent les œuvres de Joël Akafou, j'ai fait Vivre riche qui traverse sur les brouteurs, comme on le dit, à visage découvert. J'ai fait traverser entre l'Italie et la France dans les montagnes de Badonnet-Cher, très dangereux. Au fait, moi, quand je raconte sans danger, on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. Bravo, parce que ça nous a montré des réalités qu'on avait oubliées. Et comme on le disait tantôt, ça nous a permis de commencer à penser nos blessures. Est-ce que c'était aussi cet objectif? Ouais, déjà moins de guérir. On fait déjà les choses pour nous. Déjà pour nous. Moi, j'ai gardé un traumatisme pendant plus de 22 ans. J'ai marché plus de 100 km quand j'avais 15 ans pour fuir la guerre. J'ai vu des corps, j'ai entendu des âmes. J'ai plus la même réaction que vous face à une âme. J'ai la phobie des âmes. Vous voyez, et du coup, arrivé un moment, il faut guérir. Parce qu'après, on a des enfants et on ne lègue pas la colère comme héritage aux enfants. C'est trop lourd pour notre âme. Voilà. D'accord, moi j'aimerais revenir sur votre affiche parce que tout dernièrement je suis allée à Danané et j'ai été frappée par le décor. Il y avait une eau avec des branches qui sautaient. Moi déjà quand j'ai regardé sans même savoir l'œuvre, j'ai trouvé ça magnifique. Et après c'est quand je regardais en profondeur, je me dis mais il allait prendre le truc là-bas. Parce que là-bas c'est l'ouest profond en fait. C'est à quel moment tu penses à prendre cette image-là pour Loin de moi la colère? Le premier voyage c'est en 2019, donc je trace avec la voiture, avec toute l'équipe technique, je suis le chauffeur, réalisateur, cadreur, bon voilà, c'est l'industrie, pas moment faut raconter. Et donc on trace, on fait Daloa, on fait tout, moi j'adore foncer, donc du coup je vais jusqu'à Blolequin. Je découvre et je retourne, je vois le Guézabo. Et je dis tout de suite à mon assistant, en Guy Martial, je lui dis, il regarde les âmes dans l'eau. C'est comme on dit chez nous, tu es dans l'eau et tu as soif. Et tout de suite, je savais qu'il y avait des gens qui étaient morts là. Je savais, j'ai senti. Et quand je me suis renseigné, c'est des gens, c'est des corps, il y a eu des morts, il y a eu des... Après, effectivement, voilà, parce que, comme moi, je ne peux pas compter sur mes parents ne me disent pas tout, ils ne parlent pas. Parce que quand j'ai regardé ça, j'ai su qu'il y avait une histoire. Mais cette histoire-là, qui la raconte? Et on la raconte de quelle manière? Bon, j'étais dans le cas, je ne pourrais pas demander aux gens qui étaient assis là, ça là, c'est quoi ça? Donc du coup, je regardais avec de grands yeux. Mais est-ce que tu connais l'histoire de ce qu'il y a eu là-bas? Ouais, je connais l'histoire. Je pense que de nombreux Ivoiriens connaissent l'histoire.
Ouais, c'est ce qu'on sait tous. Des gens dans les fuites ont essayé de passer par des pirogues qui se sont renversées, d'autres ont été tués, il y a eu des corps qui ont disparu dans l'eau. Et depuis, l'eau ne produit plus assez de poissons comme avant et ces arbres ont séché. Seuls, donc ils ont des pieds dans l'eau sans feuillage. Et à chaque fois, quand je trace, ma mère de l'Ouest, elle est d'Issia. Et quand j'arrive dans une zone, j'adore aller jusqu'au bout. Donc à la limite au Libéria, donc quand je trace, je passe tout le temps là et je regarde la nature. Alors dans la direction de cette œuvre, les intervenants, les acteurs, ces dames, est-ce qu'elles ont aussi pas peur comme vous? Elles ont le courage de raconter l'histoire? Comment vous faites pour leur faire dire toutes ces choses, toutes ces émotions, vous en tant que réal? Parce que c'est des one-shots, c'est des coupés, reprendre, c'est un documentaire, c'est différent. Essayez de nous raconter un peu pour qu'on puisse comprendre le fond de cette belle histoire. Ouais. Ça c'est bien parce qu'ici on ne voit pas trop de films documentaires. Surtout les gens, on nous place souvent des grands reportages où tout est mâché. Dans le cinéma d'auteur, je fais ce qu'on appelle le cinéma direct. Donc du coup, voilà, t'as pas de grâce, tu arrives, il pleut quoi. Tu peux pas découper, non ça. C'est du cinéma direct, donc du coup quand la caméra est enclenchée, si tu as loupé ton cadre, tu as loupé ton cadre. C'est pourquoi on permet parfois d'avoir des images qui tremblent, on n'a pas le temps de tout en stabiliser, d'avoir un son parfois pourri, on finit par bidouer en salle de montage. Mais c'est du cinéma direct et les gens, au cinéma documentaire, je dis toujours aux étudiants, je dis quand tu es honnête, le réel est honnête avec toi. C'est comme ça, c'est comme des animaux, le réel. C'est ton énergie qui attire. Et ces femmes, elles avaient envie de guérir. Arrivé un moment, on a tous envie de guérir. Effectivement. Et quand le moment se présente, tout le monde a envie de guérir, tout le monde a envie de passer à autre chose, tout le monde a envie d'exister. Arrivé un moment, parce que à rester avec la colère, la rancune, on n'existe plus. Et vous utilisez donc le 7e art pour vraiment passer ce message et entre guillemets guérir. Vous et également les téléspectateurs. Alex Ogou, il y a une appellation à votre sujet que j'ai lue dans les journaux, le métronome des séries télévisées ivoiriennes. Niabla, il a remporté énormément de nominations. Récemment, il y a le quelque prix, chose dans Niabla là. récemment, le prix de la meilleure série télévisée sur la scène du FESPACO. Lorsque vous voyez, lisiez, rédigez en tout cas le scénario, est-ce que vous vous imaginiez toutes ces récompenses, ces honneurs? Alors, déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette série, c'est vraiment, ça a germé dans la tête d'abord d'une jeune comédienne, réalisatrice, auteure qui s'appelle Aude Forger, qui est une franco-ivoirienne basée en France et qui a écrit cette magnifique histoire avec Anthony Martin et ensuite Gauze. Voilà, donc ils ont été trois à écrire ça, donc à amener une matière vraiment pour un réalisateur. Voilà, tout était déjà là. Et limite, c'était à moi d'être à la hauteur de ce qui était écrit, quoi. Non, c'est sûr que quand je lis ça à l'époque, déjà je me projette très vite dedans et en me disant que parce qu'au départ c'était pas forcément, je suis pas approché forcément pour réaliser la série. Je suis approché comme coproducteur et producteur exécutif ici en Côte d'Ivoire. Et c'est assez rapidement qu'ils m'ont proposé la réalisation et non, c'est s'imaginer que la série va avoir cette vie, honnêtement, la vérité, je ne pense jamais comme ça. Il n'y a aucune série que je fais où je m'imagine qu'est-ce que ça va être, comment ça va être reçu, est-ce que ça va être un succès ou pas un succès. Mais évidemment, je vais tout faire pour que ce soit, qu'on fasse au mieux, quoi, qu'on fasse au mieux de ce qu'on puisse faire, de rendre au mieux ce qui est écrit. C'est sûr que quand on voit que la vie qu'a la série, parce qu'elle est sortie aussi en France, où elle a été assez bien reçue avec des très bons articles dans le journal Le Monde. C'était vraiment très surprenant. Non, on s'y attend pas, mais merci. En parlant des enjeux du cinéma ivoirien, j'avais une question pour tous les deux. Seulement 8 productions ivoiriennes en compétition lors de ce festival du FESPACO 2025. Au sortir de ce festival, comment percevez-vous la place du cinéma ivoirien dans la compétition face aux autres pays africains? On a eu des prix dans séries télévisées, mais presque aucun prix, aucune nomination, même dans la catégorie film long métrage. Quel est votre avis là-dessus? Long métrage fiction, pas documentaire. Alors,
moi, je vais être un peu moins dur que vous, un peu moins dur que ce qu'on entend en général ici. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tant de pays que ça qui sont capables de sortir des longs métrages tous les 2 ans. Hein. Enfin, faut pas se leurrer. Je veux dire que la Côte d'Ivoire se retrouve avec 8 nominations dans diverses catégories. Enfin, je trouve ça très bien parce que vous regardez d'autres pays qui sont peut-être connus, ils en ont peut-être moins. Non, enfin, je veux dire, c'est après, il y a 2 choses. Il y a le cinéma, il y a l'audiovisuel. Le cinéma, moi, j'estime que le cinéma, en tout cas en Côte d'Ivoire, n'est pas encore réellement existant. Au sens enfin, où on entend le cinéma, quoi. Et je fais une petite parenthèse parce qu'il y a pas mal de débats que je vois passer sur les réseaux entre cinéma, série, c'est la télé, il faut pas mélanger, etc. Évidemment que c'est pas la même chose. Un film de cinéma, pour moi, n'est pas simplement un film qu'on voit au cinéma. Parce que, je veux dire, au FESPACO ou n'importe où, on peut diffuser des séries au cinéma. On peut diffuser des dessins animés au cinéma. Et pourtant, ce n'est pas des films de cinéma. Donc, déjà, il faut se calmer. Il faut se calmer avec ça. Moi, j'ai envie de mettre dans le cinéma quelque chose qui n'est pas palpable, qui est quelque chose qui est de l'ordre de la grandeur, en fait, d'une espèce de dimension. Quand on regarde un film, pour moi, pour qu'il atteigne le degré cinéma, c'est qu'il doit avoir une certaine dimension narrative, une certaine dimension esthétique. Aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, concrètement, la différence se fait là. Ça se fait plus sur le fait d'être diffusé dans une salle de cinéma ou à la télévision. Parce que, je veux dire, maintenant, tout est mélangé. Je veux dire, un film de télé peut se retrouver au cinéma, un film de cinéma peut se retrouver directement à la télévision, et ça change strictement rien. Donc ça se joue où? Mais ça se joue justement sur ce que je disais, sur quelque chose qui n'est pas palpable, qui est je sais pas, la grandeur de l'histoire, la grandeur des émotions portées, toutes ces choses-là, en fait. C'est sur la narration. Voilà, sur la narration. Et quand je dis ça, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être des films avec de grands paysages, avec de grands plans extérieurs. Non, c'est pas ça. Il y a une dimension qui n'est pas palpable, dont on ne peut pas mettre de mots dessus. Mais quand vous regardez, vous vous dites « Waouh, c'est du cinéma ». Voilà. Et ça peut être une histoire qui est racontée dans une petite chambre. Hein. Voilà. Totalement. Vous, Joël Akafo? Ouais, déjà, concernant le FESPACO, j'aimerais dire que, comme Alès, 8 sélections, c'est déjà pas mal. Et toute cette grande nation, comment dire, des cinémas ne crée pas ou ne naissent pas, n'engendre pas 10 cinéastes par an. Le cinéma, c'est comme la médecine, c'est comme c'est un métier qui s'apprend. Mais est-ce que c'est pas un peu se conforter quand même que Non. On est un peu critique les Ivoiriens, et c'est normal. Il faut juste être réaliste aussi. On souhaiterait qu'on soit 1000 cinéastes parce que on dirait le gâteau est gros. On a besoin, il y a des chaînes de télé, la FTV qui a besoin de séries, on a besoin, mais on ne crée pas une histoire en 2 jours. Voilà, la production au cinéma, ça coûte cher. Et le talent aussi, c'est un muscle qu'il faut forger. Donc, pour avoir des cinéastes qui compétissent à l'international, à l'Est, c'est plus de 25 ans de carrière. Plus. Moi, je suis jeune, mais j'ai 15 ans plus. Ça fera 30 ans. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est du temps. Et je pense que, comme on a dit, le cinéma avait existé, on discutait, Alès et moi, tout à l'heure. Depuis le départ de Henri Dupac, il y a eu Philippe qui est venu. Et avant l'arrivée d'Alès, et que moi j'arrive aussi en documentaire. Et ouais, il y a Olivier Koné, il y a des gens qui se battent, mais ça vient et soyons patients en fait. Soyons patients. D'accord, nous sommes patients. J'ai envie de poser une petite question à mon Drago. Drago, le truc que tu fais comme ça là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est le cadre. Je cherche juste mon cadre. Tout le monde dit que c'est parce que tu as quelque chose dans ton œil qu'on ne voit pas, donc tu dois nous expliquer. Dis-nous. Non. C'est juste c'est symbolique en fait. C'est une signature. Tout ce que j'ai mis dans l'invisibilité, c'est dans la série Invisible. Le reste, exactement. Et moi, j'ai envie de revenir rapidement sur un propos que vous avez dit. On ne fait pas du cinéma en 3 jours. Vous avez parlé également d'argent tout à l'heure. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Que pensez-vous de l'importance des coproductions et du financement, en tout cas des financements internationaux? Ouais, s'agissant de la coproduction, Alès, il coproduit tout le temps. Ouais. Moi, j'ai tout le temps aussi coproduit sur mes films avec le Burkina. Voilà. Et on doit plutôt encourager les coproductions sud-sud. Il faut que nos États établissent des fonds
pour que voilà, on arrête de tout le temps aller chercher l'argent au nord. Si tu as un projet qui se tourne entre le Burkina et le Sénégal, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre le Bénin et le Togo, pour que on puisse aussi, parce que quand la main qui donne ordonne, quand l'argent vient de l'Europe, on te dit tu dois faire le montage là-bas, tu dois faire l'étalonnage là-bas, c'est l'argent de l'État public français. C'est normal que ça soit dépensé sur les techniciens français dans un studio français. Donc il fallait que nous ayons un fonds, il fallait que nous encourageons les positions sud-sud afin de former nos techniciens et afin de les utiliser sur nos projets. Voilà. D'accord. Alex, Et je vais laisser comme rapidement Alex rebondir également dessus. Oui, non, enfin, je veux dire... de facto, on fait de la coproduction. Voilà, de facto, on fait de la coproduction. Après, l'idée, c'est il y a coproduction entre des boîtes de production et il y a coproduction avec des pays. Mais je veux dire, n'importe quelle série, quel film que vous voyez, que ce soit sur Live, sur A+, etc., c'est de facto une coproduction, puisque il y a du financement de la chaîne et de la production qui va faire le truc. Donc c'est au moins deux entités qui s'unissent. Ouais. D'accord. Et en parlant on va dire de fond, on a reçu pour le premier numéro un réalisateur qui nous a dit que recevoir un fonds endort les productions. Ça endort. Ce qu'il a dit, c'est dépendre des subventions, ça nous endort. Non, c'est un vaste, un vaste débat, mais je vais parler juste pour moi. Si quelqu'un me confie de l'argent en me responsabilisant sur livrer quelque chose, moi, ça ne m'endort pas, au contraire, ça m'oblige. Voilà. D'accord. Et c'est pas créer une sorte de dépendance? J'ai un peu l'impression que 90% des productions... sont financés d'une manière ou d'une autre, quoi. Pas forcément de sa poche, en fait, ce que je veux dire. Que ce soit une chaîne de télé qui va commander un film, un documentaire, une série, tu reçois toujours de l'argent de quelque part pour faire, en fait. Après, tu peux effectivement compléter de ta poche ou quoi, mais bon, moi, on m'a toujours appris que un bon producteur est quelqu'un qui ne met jamais de l'argent de sa poche. Voilà. Ok. Si je voulais rebondir sur la question de recevoir. Après, les fonds, on postule. Déjà, recevoir un fonds, il faut le mériter. Ça, c'est déjà. Et quand on vous donne un fonds, c'est parce qu'on vous fait confiance artistiquement et au niveau de la gestion. Donc déjà, ça peut rendre, on dira paresseux. Non, ça motive qu'on te fasse confiance et ça te donne l'envie de plus travailler pour en recevoir encore. L'envie de plus travailler, j'ai un peu envie de jouer l'avocate du diable là. Vous avez parlé dans un article que vous n'aimez pas la dépendance, vous n'aimez pas être dépendant. Je ne sais pas si j'ai peut-être l'article ici, mais vous n'aimez pas être dans l'attente de quelque chose, vous voulez être libre. Donc dépendre entre guillemets de subventions, peut-être même de l'étranger. Est-ce que c'est pas vous retrouver au final dans cette position? Alors, Mademoiselle Été. Cette phrase, vous la sortez de son contexte. Et je disais ça par rapport au fait que j'ai été comédien et on me posait la question de pourquoi passer de comédien à réalisateur et producteur, qu'est-ce que vous préférez? Et je disais que j'aimais ce que je faisais actuellement, être réalisateur et producteur, parce qu'au final, je n'aime pas la position d'attente et de devoir dépendre du désir d'autres personnes quand on est acteur. C'est vraiment dans ce sens-là que je disais ça. Quand on est acteur. Que vous ne voulez pas être le bon petit qu'on envoie. Ça, je faisais référence à autre chose encore. Vous n'avez pas bien lu l'article. On n'a pas l'esprit. Dans tous les cas, les propos sont des propos durs, forts et engageants et qui montrent votre personnalité. C'est-à-dire cette personnalité d'indépendance, quel que soit le financement qui sera derrière vous. Parce que la question, c'est cela. Que ce soit vous, M. Akafou, ou vous, M. Ogou, aujourd'hui, que ce soit des subventions, des coproductions, vous restez indépendant. Est-ce que c'est une vérité pour vous? Je veux dire, moi, j'aime les mots, j'aime les idées, j'aime manier tout ça. Le problème, c'est que quand vous dites le terme indépendant, ça se situe où, en fait? Est-ce qu'on parle d'indépendance financière ou d'indépendance d'idées, d'indépendance intellectuelle? Moi, je suis quelqu'un de profondément indépendant intellectuellement et libre intellectuellement. Mais
je ne vis pas sur la Lune, je vis dans un système. Le système veut qu'on fasse des dossiers pour obtenir du financement pour faire quelque chose. Si j'étais riche comme Crésus, je ne prendrais pas mon argent non plus pour financer. Parce qu'on m'a toujours dit qu'un bon producteur ne finance pas avec son argent. Pas avec son propre argent. Ouais, je plaisante là-dessus, mais non, enfin, l'indépendance, la liberté, c'est une posture en fait. C'est une posture que vous prenez et qui peut se voir ou pas dans vos œuvres en fait. Nous touchons à la fin de notre discussion. Je sais que ça passe très vite. Une dernière question, puis un mot de fin. Aujourd'hui, j'ai envie de demander comment vous comptez capitaliser ou bien comment on capitalise sur le FESPACO. À quoi nous sert concrètement cette vitrine africaine? Alors, je vais faire peut-être un petit truc marrant. Je vais peut-être parler pour Joël. Non, en fait, quand vous posez la question, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est pour les modes narratifs qui sont plus exigeants et plus compliqués commercialement, comme le documentaire. Je veux dire, le documentaire, c'est quelque chose de génial, de fabuleux et d'hyper parlant. Puisqu'en plus, avec Joël qui fait un cinéma du réel, c'est clair qu'une exposition, un prix comme le FESPACO, ça permet à des films comme ça, qui sont pas forcément des films que les gens iront voir automatiquement parce que c'est des documentaires, non pas parce que c'est bien ou pas bien, mais juste parce que c'est des documentaires. Ça permet d'avoir une grande visibilité qui permet d'avoir une vie pour le film, au-delà d'autres festivals aussi. Effectivement, ouais, le FESPACO permet de repositionner le film, de le faire connaître et ouais, il va s'enchaîner d'autres festivals. Voilà, dans la foulée, c'est sûr. Merci Alex, merci Joël pour cet échange passionnant. Un mot de fin, Joël Akafou. Ouais, on va souhaiter à tout le monde d'éloigner de lui la colère, déjà, pour que le monde se porte un peu plus mieux, quoi. Ouais, on a besoin de paix. Merci. Super. Et vous, Alex? Pour être sur le même registre que Joël, on est au lendemain du 8 mars. Niabla a gagné, Niabla qui veut dire sœur, plus de sororité et plus de fraternité. En tout cas, merci Alex, merci Joël d'avoir partagé, d'avoir foulé notre tapis rouge. Et puis nous, on se dit à bientôt pour encore plus de cinéma. Petite recommandation Netflix pour nous quitter, Les Messagères de guerre de Tyler Perry. Un petit clin d'œil en ce mois des droits de la femme qui met à l'honneur ces femmes battantes, ces femmes vaillantes. Voilà. D'ici là, restez connectés, allez en salle, consommez local et surtout, portez-vous bien. On se dit à la prochaine et bonne fin de soirée sur Live TV.